Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Walf et bienvenue dans votre émission Duel. Duel que vous pourrez suivre désormais tous les lundis à partir de 21h sur les antennes de Walf TV. Ce numéro a le plaisir de recevoir El Hadji Malick Gueye. Il fait partie des cadres du grand parti de El Hadji Malick Gakou. Monsieur Gueye, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Alioune Fall. Il fait partie, lui, du réseau des enseignants de l'APR. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir. Ousmane Sonko, radié de la fonction publique, l'information est tombée cet après-midi. L'inspecteur des impôts paye certainement pour ses sorties dans des dossiers comme ceux dans lesquels le nom du frère du chef de l'État, Alioune Sall, est cité. Alioune Sall, justement, il a répondu à ses détracteurs ce week-end. Ces détracteurs qu'il qualifie de comédiens qui l'accusent d'avoir des parts dans les contrats pétroliers ou miniers du Sénégal. Un autre qui lance un défi, c'est le président Macky Sall lui-même qui veut mettre fin au débat sur la double nationalité. Un débat sur la double nationalité qui intervient dans un contexte où le Sénégal s'apprête à élire les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce sont là les thèmes de ce numéro de notre émission de ce lundi. Une émission donc que nous commençons par l'affaire Ousmane Sonko puisque c'est la nouvelle la plus fraîche. Pour en parler donc, le chef de l'État, je le disais tout à l'heure, a décidé de radier Ousmane Sonko de la fonction publique. Malick Gueye, quelle analyse en faites-vous ou bien une première? Bon, d'abord, je pense que c'est pas une surprise. C'était attendu. Le processus qui a été engagé depuis une semaine sur en fait la consultation sur la commission de discipline qui n'a pas d'ailleurs entendu Ousmane Sonko. Je pense que s'il y a un rapport qui devait normalement déterminer sur des sanctions éventuelles, je pense qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas eu de rapport parce que la commission n'a pas entendu Ousmane Sonko. Oui. C'est cette commission qui devait normalement donner un rapport à la direction des impôts. La direction des impôts donne son rapport au ministre de tutelle. Au ministre de tutelle. Et puis le président de la République devrait, à la limite, je veux dire, être sur les auteurs parce que c'est le président de tous les Sénégalais. Pourtant, dans le décret qui a été publié et repris par plusieurs sites internet ce lundi après-midi, il est précisé que le chef de l'État a pris son décret sur la base des recommandations du Conseil de discipline de la fonction publique. Bon, écoutez, moi je pense qu'au-delà de ces questions, la procédure, on ne peut pas entrer dans le détail de la procédure. Je pense qu'il faut s'arrêter sur les faits et les constats. Nous sommes dans un contexte où, en fait, on est dans une situation de purge. Je pense que, quand même, aujourd'hui, la sanction d'Ousmane Sonko, je pense que c'est pas la première sanction. Moi qui vous parle, j'ai été limogé de l'Assemblée nationale par une position que j'avais prise sur la candidature en 2017 au niveau de notre ancienne formation. Donc, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, Ousmane Sonko, c'est la goutte d'eau qui peut-être l'a déversé le vase, mais il faut comprendre que nous sommes dans un environnement qui tend vers, en fait, la dictature. Je ne veux pas, quand même, c'est pas un mot de trop, mais si on ne fait pas attention, je pense que le Sénégal pourrait basculer sur, en fait, des situations assez regrettables en matière de démocratie, recul de la démocratie, en matière de préservation des acquis démocratiques qui ont été... Et sur ce plan, je pense que tout démocrate doit normalement être, je veux dire, aujourd'hui, la décision du président de la République devrait normalement tendre vers une amélioration de ces acquis démocratiques, mais s'il prend une décision de signer un décret, compte signé par son premier ministre, publié, où on voit Macky Sall qui limoge, le président Macky Sall qui limoge un fonctionnaire de l'État, je pense à ce niveau-là, moi je pense que le président de la République devrait normalement être sur ses fonctions. Justement, la procédure, parlons-en à l'UNEFA, la décision elle est quand même grave, il s'agit de qui ne comptait peut-être que sur ça pour nourrir sa famille et ses proches. Déjà, rien que pour ça, la décision est quand même lourde de conséquences. Malick le disait tout à l'heure, le conseil de discipline devait entendre Ousmane Sonko. L'audience n'a pas eu lieu pour les raisons que l'on sait. Est-ce que là, le président Macky Sall n'y est pas allé avec quand même un peu de brutalité? Je ne pense pas. Je voudrais, avant d'entrer dans les détails,
dire que si on analyse la radiation de Sonko sous l'angle d'un père de famille qu'on radie, c'est difficile. Mais je pense que M. Sonko, un homme averti, avant de s'être engagé dans ce combat-là, peut-être avait mesuré en tout cas toutes les conséquences et s'attendait peut-être à ça, ou bien rechercher peut-être cette radiation-là. Pourquoi? L'on a parlé tout à l'heure de conseil de discipline. Je crois que l'audition d'Ousmane Sonko n'a pas été faite. C'est Ousmane Sonko lui-même qui a rendu cette audition-là impossible. Parce qu'on ne peut pas, un fonctionnaire qui est supposé avoir commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions, qu'on l'appelle pour l'auditionner, pour l'entendre, et qu'il vienne avec une meute d'avocats, je crois que ce quelqu'un-là ne veut pas être entendu. Ce qu'il aurait dû faire, c'est aller affronter la commission, donner ses arguments et ensuite attendre. Maintenant, s'il refuse d'être auditionné, ça veut dire quelque part qu'il accepte sa culpabilité. L'autre aspect, c'est la radiation en elle-même. Si sous l'angle du père de famille qui est radié, on peut compatir, je crois que si on analyse la radiation sous l'angle d'un fonctionnaire de la République, de la hiérarchie, de la plus haute hiérarchie, qui se met à enfreindre les lois qui régissent son corps, sa corporation dans laquelle il est. Parce que vous pensez qu'il a enfreint les lois? Il a enfreint les lois. Parce qu'on ne peut pas, ce que dans le cadre de son travail, lui, il est régi par ce qu'on appelle l'obligation de réserve. Oui. Ensuite, les déclarations qu'il a eu à faire, c'est des déclarations qui n'ont pas été faites par un Sénégalais comme Moustapha Diop, qui, dans le cadre de son travail, apprécie que telle information doit être portée au public et qui le fait de façon bénévole et de façon, en tout cas, volontaire et volontariste. Mais c'est un homme politique. C'est un homme politique qui travaille dans un secteur sensible de l'État, qui a entre ses mains des informations sensibles qu'il décide sciemment d'utiliser à des fins politiques. Pourtant, Ousmane Sonko a lui-même expliqué que depuis 2014 pratiquement, il n'a géré que 2 grands dossiers et jamais il n'a fait la moindre communication sur ces dossiers-là. Alors, est-ce qu'on peut lui reprocher de communiquer sur des dossiers? Si on peut le lui reprocher, parce que moi, ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire que s'il s'agissait d'un inspecteur de trésor qui n'est affilié à aucun parti politique, qui dit en tout cas qu'il agit pour l'intérêt exclusif des Sénégalaises et des Sénégalais, on aurait pu le comprendre, on aurait pu accepter. Mais quelqu'un qui est assujetti à l'obligation de réserve, quelqu'un qui a eu des informations à travers les informations qu'il manipule dans le cadre de son travail et qui décide. Imaginez-vous si tous les fonctionnaires de l'État se décidaient à mettre toutes les informations qu'ils ont sur la place publique. Mais on serait dans une situation d'anarchie. Maintenant, Ousmane Sonko, je respecte son combat, c'est un Sénégalais qui a décidé, en rapport avec ses convictions, en rapport avec sa vision et ses options politiques, de s'engager dans ce combat-là, il n'a qu'à assumer. Malick Gueye du grand parti, est-ce que finalement Ousmane Sonko n'a pas fourni le bâton avec lequel on l'a tapé quand on analyse un peu ce qui a été dit par Alioune Fall, tout ce qu'il a donné comme information concernant des dossiers jugés plutôt sensibles ou secrets? Non, moi je pense que M. Fall devait dire là où les informations publiques que je veux dire, M. Sonko a donné. En réalité, M. Sonko n'a pas donné n'a pas enfreiné à sa obligation de réserve, qui est une obligation de discrétion du fonctionnaire. Et je pense qu'il faut comprendre qu'il a repris des informations qui étaient sur le site même du ministère de l'économie et des finances. C'est un rapport qui a été produit par le ministre de l'économie et des finances, et dans lequel M. Sonko a dit que l'Assemblée nationale et d'autres institutions en annexe devaient payer des impôts à l'État. Ça, ce n'est pas des informations qu'on doit intégrer. Secret d'État, parce que c'est dans le site du ministère. Tout Sénégalais peut vraiment l'avoir et puis, l'utiliser dans son analyse politique. Parce que lui aussi, c'est un homme politique. Et il y a combien de fonctionnaires aujourd'hui dans le contexte dans ce contexte où il faut aller vers ce parti unique, il faut être à la paire ou ne pas avoir de promotion dans l'administration. Tous les inspecteurs des impôts, tous les fonctionnaires presque en quasi-totalité font une ruée vers la paire. Et écoutez, je pense que l'utilisation de ces informations
d'utilisation des informations de l'État, l'obligation de réserve. Mais le ministre de l'Intérieur a publié des résultats qu'une institution devait faire à la place de l'institution. Vous vous rappelez le référendum? Le ministre de l'Intérieur a donné des résultats que la Sénat devait publier. Pourtant, mais ça a passé. Et il faut rappeler également que, je veux dire, sur même l'analyse de l'économie sénégalaise, mais il y a des informations que le directeur des IMP régionales, des centres fiscaux régionaux, qui est membre de l'APR, donne des informations pour expliquer que le régime de Macky Sall est en train de bien travailler, des informations qui sont secrètes. Et pourtant, ça ne pose pas problème. C'est des informations qui sont secrètes, mais ça ne pose pas problème. Et moi, j'avais vraiment, je pense que pour étayer peut-être son analyse, il devait dire que M. Sonko a dit ceci ou bien a dit cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens ne peuvent pas vous dire en fait, par rapport à son travail. Parce que nous savons quand même, je veux dire, l'obligation de réserve. Au-delà même, ça c'est dans le privé. Mais dans l'administration, en fait, c'est une discrétion professionnelle qu'il faudrait avoir. Alors, maintenant, je termine par là pour vous dire que, en fait, moi je pense qu'il faut comprendre que quand est-ce que M. Sonko a été convoqué à la commission de discipline? Quand il s'est posé des questions sur Petrotim. Il s'est posé des questions sur les titres pétroliers de l'État du Sénégal. Il s'est posé des questions sur Tender. Il s'est posé des questions sur le problème d'envol immobilier. Et je pense que toutes ces déclarations qu'il a données, en toute responsabilité, le gouvernement devait répondre, je vous dis, par rapport à ces questions qu'il a posées. C'était simple. Aliou Sall est accusé de s'évader à hauteur de 90 milliards sur des titres qu'il aurait vendus dans certaines bourses de New York ou tout ça. Mais écoute, qu'Aliou Sall vienne nous dire avec des documents que, écoutez, ça c'est pas vrai. On reviendra tout à l'heure sur la réponse d'Aliou Sall qu'il a donnée ce week-end. C'est pas une question de procédure, c'est pas une question de dire que bon, c'est... Aliou Sall, même en lisant le décret qui a prononcé la radiation de Ousmane Sonko, on nous dit simplement qu'il n'a pas respecté son devoir de réserve. Mais jusqu'ici, peut-être que le décret ne peut pas entrer dans les détails, mais jusqu'ici, on ne nous a pas dit ce que Ousmane Sonko a effectivement fait. Vous, à votre niveau de lecture, est-ce que vous pouvez revenir sur des faits dans lesquels vous vous rendez compte qu'effectivement, il a violé son devoir de réserve? Est-ce qu'il y a des faits qui peuvent étayer ça? Je voudrais d'abord auparavant rebondir sur ce que mon ami a dit tout à l'heure. Les informations données, ce ne sont pas... C'est trop léger de dire que c'est des informations qui étaient dans les sites du ministère de l'économie, ministère de l'Intérieur. Il y avait un rapport, c'est vérifiable, M. Fall, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est le ministre des Finances qui l'a publié. Le ministre des Finances l'a publié, oui. Ça n'a pas eu le même impact que lorsque Ousmane Sonko a fait cette déclaration. Et je vous rappelle, je voudrais rappeler, non, c'est pas reprendre une information qui est publique. Quelqu'un me disait que la différence entre Ousmane Sonko et les autres, c'est Ousmane Sonko, quand il lit ces faits-là qui sont publiés en travers le site, c'est un professionnel, il sait de quoi il parle, il sait comment interpréter ces faits-là. Je crois qu'il faut replacer les déclarations d'Ousmane Sonko dans leur contexte. Allons-y. C'est un leader de parti politique, c'est pas un inspecteur du Trésor. C'est un leader de parti politique qui, dans une conférence de presse organisée par son parti, qui utilise des informations qu'il a eu à glaner de par son travail et qui les utilise à des fins politiques. C'est ça la réalité. Maintenant, en le faisant, il a enfreint les règles qui régissent sa corporation et il s'est exposé lui-même à des sanctions, comme vous l'avez dit. Comment il s'est exposé? Les faits. Les faits. Qu'est-ce qu'il a fait? Ousmane Sonko, dans un premier temps, avait dit que les députés ne payaient pas l'impôt. Les députés ne payaient pas leur impôt. Le lendemain, je me rappelle maître El Hadj Diouf, je crois, est sorti dans les médias pour montrer son bulletin de paie, je ne sais pas comment il a appelé ça encore, son bulletin de salaire, et qui a prouvé qu'il payait les impôts. Les impôts ont effectivement été relevés et non reversés. La nuance est importante. Première mauvaise information. J'en viens. Donc, première mauvaise information. Ousmane Sonko a menti et a calomnié les honorables députés.
parce qu'il a dit que les députés ne payaient pas leurs impôts, ce qui était faux. Il est revenu pour dire que l'argent a été coupé à la source, mais n'a pas été reversé. Et là, je voudrais qu'on s'y attarde un peu. Parce que celui qui gère les sous de l'État, mais je crois que c'est le ministère de l'économie et des finances. Les impôts, ceux qui travaillent savent que l'impôt est coupé à la source. Donc, logiquement, l'impôt devrait être coupé au niveau du ministère de l'économie et des finances. Non, pour l'Assemblée, c'est le questeur qui gère ça. Et lui, non, attendez, c'est-à-dire que lui, qui travaille au niveau, je crois, des services de recouvrement, je crois que s'il y a un problème de recouvrement, c'est lui qui devait être interpellé en premier. Et donc, sur toute la ligne, Ousmane Sonko s'est trompé dans sa démarche. Et il s'est exposé et est advenu ce qui est advenu. Malick Gueye, est-ce que la radiation de Ousmane Sonko n'est pas finalement un avertissement à tous les fonctionnaires qui seraient tentés de divulguer des informations? Parce qu'on a vu que quand il y a ce problème, Ousmane Sonko a reçu le soutien des inspecteurs des impôts. Et beaucoup disent qu'il a ses camarades dans les différents services et qu'il pourrait avoir les informations qu'il veut. Non, mais cette radiation, je pense qu'il faut l'analyser sous deux formes. En fait, premièrement, c'est d'abord une situation qui est créée pour tendre vers le parti unique. Tout le monde doit aller à la paire. La question fondamentale que les gens se posent aujourd'hui, c'est ce retour. Parce que, écoutez, moi, quand j'ai vu le président de la République rencontrer le Parti communiste chinois, vous savez, la Chine il n'y a pas deux partis, hein, il n'y a qu'un seul parti en Chine. Il les a rencontrés il y a un mois. Il n'est pas le premier chef d'État. Mais c'est pas un délit. Non, mais dans un contexte, ce n'est pas un délit. Moi, je vous dis... On est au 21e siècle. On est au 21e siècle. Ce n'est pas un délit de rencontrer le Parti communiste chinois. Mais si on veut calquer, en fait, la vision du Parti communiste chinois... Rencontrer ne veut pas dire calquer. Non, écoutez, il y a un débat qui a été fait lors de l'audience. Vous, les Chinois, il y a même Maître Djibril War qui s'est rendu de longs textes pour défendre cette... Moi, je suis fier, le maître chinois... Comment vous faites, vous, les Chinois, pour maintenir, en fait, votre dynamique d'émergence? La réponse, c'est quoi? Il faut aller vers le parti unique. Les partis là, les partis qui sont... Ça vous gêne. Créer un parti unique et concentrer les Sénégalais vers... Pourquoi ne pas le faire si ça peut aider à atteindre l'émergence? Non, écoutez, moi je pense aujourd'hui, je pense que si on veut être sérieux, s'il vous plaît, il faut laisser le terminer, je vous donne la parole tout de suite. Je voudrais dire rapidement que, en fait, l'hyperprésidentialisme, parce qu'en réalité, on a presque, au Sénégal, les fonctions du président de la République, ses prérogatives, le président, certains même disent que c'est un vice-dieu. Ça, c'est le président de la République qui nomme aux emplois civils, c'est le président de la République qui gère les carrières, il est président du conseil de la magistrature, il gère les gens, il donne les marchés, les entrepreneurs qui ne sont pas à la paire ne peuvent pas avoir de marché. Bon, et puis les fonctionnaires qui ne sont pas à la paire ne peuvent pas avoir de carrière. Maintenant, les fonctionnaires qui sont contre la paire, on les sanctionne, on les radie. Et puis, ça dit, si on crée ces éléments d'opinion, parce que l'image qu'il faudrait créer, c'est que tout le monde doit aller vers le président de la République. Si vous voulez vous épanouir sur le plan économique, sur le plan social, il faut aller à la paire. Et puis ça qui est dommage. Mais pour revenir un peu... Parce que cela ne nous mène pas à gérer correctement dans la transparence des deniers publics de ce pays. Le débat de fond, c'est la transparence. Pour revenir au cas même Ousmane Sonko, et on va terminer sur ça parce qu'il nous reste beaucoup d'autres questions à discuter. L'objectif recherché par la... finalement? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'objectif. C'est-à-dire, il y a... On le fait parce qu'on doit le faire. Il y a un fonctionnaire qui est là, qui a fauté, en utilisant les textes qui sont en vigueur, on lui va appliquer les textes et rien que les textes. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune arrière-pensée politique parce que ce n'est pas un Ousmane Sonko qui va constituer une menace pour le parti. Ousmane Sonko n'a jamais remporté un bureau de vote. Il ne s'est jamais pesé électoralement. Donc je crois que si on a peur, c'est peut-être de quelqu'un d'autre, mais pas de Ousmane Sonko. L'autre aspect, pour en revenir à ce que disait mon ami tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle de parti unique par rapport au Sénégal, c'est vraiment parce qu'on est en train de divaguer. La démocratie sénégalaise a atteint un niveau de non-retour. Personne ne peut ramener les Sénégalais à l'état du parti unique. Et l'autre aspect, c'est que le président Macky Sall, il n'y a pas plus démocratique que lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, il y a une ruée vers la paire, il y a une ruée vers le président Macky Sall. Mais parce que tout simplement, il a
eu en un temps record rendre ce pays-là attractif. Il a eu en un temps record montrer que lui au moins il a un objectif pour le Sénégal et il est en train de travailler de façon cohérente et rationnelle pour atteindre ces objectifs-là. Aujourd'hui, il y a le plan Sénégal émergent qui est la base de tout ça, mais on n'entend aucune critique par rapport à ce plan Sénégal émergent-là parce que vous n'avez rien à dire. Maintenant, vous faites de l'agitation sur des questions éminemment politiques qui vraiment n'ont aucune sorte d'intérêt pour les Sénégalais. Justement, quelqu'un qui dit être victime d'une agitation politique, c'est Alioune Sall, hein, le frère du chef de l'État. On l'a accusé plusieurs fois de bénéficier de parts dans les contrats de pétroliers, miniers signés récemment au Sénégal. Sa réponse a été de dire à ses accusateurs que c'est des comédiens, ils montent des scénarios, ils pourraient être bien à Hollywood ou bien à Bollywood. Est-ce que Alioune Sall, c'était la réponse qui était attendue du maire de Guédiawaye? Mais tout à fait, c'est même pas de bons comédiens. Parce qu'un bon comédien, il a un bon texte. Je crois que lorsqu'on porte sur quelqu'un des accusations aussi graves, on devrait pouvoir en apporter la preuve. Aujourd'hui, si ceux qui ont si Ousmane Sonko avait la preuve de ce qu'il a avancé, il sort ça et le débat est clos. Mais on ne peut pas, et je crois que c'est un danger, l'un des dangers qui guette le Sénégal, qu'on puisse accuser les Sénégalais et les Sénégalaises n'importe comment, quand on veut, quand il y va de votre intérêt, vous l'accusez, vous faites de l'agitation politique sur des choses qui ne reposent sur rien. Aujourd'hui, Ousmane Sonko aurait dû nous montrer l'exemplaire ou bien les photocopies de ces contrats-là. Alors, Alioune Sall a dit à qui veut l'entendre que jusqu'à Idriss Seck parlait de l'extinction du soleil, lui dit jusqu'à l'extinction de l'univers, personne ne pourra prouver qu'il a des parts dans les contrats signés par l'État du Sénégal. Il dit même que ce qui a été fait du temps de Wade avec Karim Wade lui-même. N'est-ce pas là qui devrait trancher le débat une bonne fois pour toutes, Malick Gueye? Vous savez, moi je pense qu'il faut comprendre que cette situation-là en fait, l'histoire du pétrole et du gaz, je pense que ça peut créer, je veux dire, des interrogations énormes sur l'opinion sénégalaise. On s'interroge déjà. Oui. On s'interroge déjà parce que, d'abord, il faut comprendre que même la communication que l'État est en train de donner est une communication rétroactive basée sur le fait que, bon, écoutez, les contrats ont été faits en 2000 avant que Macky Sall soit là. C'est-à-dire que avant que Macky Sall soit là, on a donné le premier titre à Timis, on a donné le premier titre à, Tender. Bon, écoutez, mais il faut comprendre que Macky Sall était directeur des bases de données, déjà en 98-99 du Petrosen, de la Société nationale de l'énergie Petrosen. Ah bon? Et non, il était DG de Petrosen. Non, mais si vous ne savez pas que Macky Sall était directeur général de Petrosen. Il l'a été après l'arrivée de Wade au pouvoir. Hein? Après l'arrivée de Wade au pouvoir. Il a été DG après l'arrivée. Non, je veux dire, mais il travaillait dans la base de données. Okay. De la carte pétrolière du Sénégal. Okay. Non, écoutez, il faut... Maintenant, c'est-à-dire que les phases d'exploration, les phases de recherche, les phases d'exploitation, je pense qu'il faut différencier ces trois phases pour comprendre le phénomène et comprendre pourquoi des gens... Je veux dire, Abdoul Mbaye qui fait une lettre, bon, écoutez, il n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que, je veux dire, il a été Premier ministre. Il a engagé la vision du président de la République. Quand il s'interroge sur un certain nombre de contrats, mais les Sénégalais, moi, ils ne s'adressent pas à la paire, mais ils s'adressent aux Sénégalais, pour que les Sénégalais puissent s'interroger sur les ressources naturelles. Moi, je ne peux pas aujourd'hui, face à ces allégations, à ces interrogations que un certain nombre de leaders sont en train de se poser, une simple réponse que moi, je ne porte pas plainte parce que je n'ai pas le temps des procès. Mais écoute, si on te diffame, il faut porter plainte pour qu'on éclaircisse la situation. Qui a dit ça? Non, il a dit dans son interview. Moi, je n'ai pas le temps j'ai pas le temps des procès. Mon énergie, je vais le garder ailleurs parce que j'ai autre chose à faire. Il a parfaitement raison. Donc, il a parfaitement raison. Bon, peut-être perdre l'argument, peut-être aussi que les choses ne soient pas claires par rapport à ces interrogations-là. Et puis, la réponse du Premier ministre par rapport à la lettre. Lui, il s'arrête sur Sonko. Je pense qu'il faut comprendre, il faut lire la lettre de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye.
Parce que apparemment, vous pensiez que Sonko a, sur l'affaire pétrolière, ce que Sonko a dit, non, Sonko n'a rien presque dit sur les affaires pétrolières. C'est Abdoul Mbaye qui a fait une lettre pour s'interroger sur des contrats que l'État du Sénégal a engagés. Et les réponses du Premier ministre, qui n'ont pas tardé, le Premier ministre a répondu par une lettre. Oui. Et dans la lettre du Premier ministre, qu'est-ce que le Premier ministre nous dit? Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, d'attendre le rapport de la commission d'exploitation ITE. Mais cette commission-là, qui est le président? Ismaël Madior Fall. Ismaël Madior Fall a écrit dans son livre. Monsieur Fall, je voudrais que vous notez cela. Ismaël Madior Fall a écrit dans son livre que le Conseil constitutionnel, son avis est consultatif dans un livre. Le président de la République consulte le Conseil constitutionnel. Ismaël Madior Fall sort dans la presse pour dire que l'avis ne lit pas le président de la République. Alors qu'il l'a écrit dans son livre. Dans son livre. Vous pensez que cette personne-là va faire un rapport? Vous doutez de sa crédibilité? Non, moi je ne doute pas de sa crédibilité. Il est cohérent. Non, c'est pas une question de cohérence. Il dit que l'avis ne lit pas le président. Non, il a écrit dans son livre. Ouais. Tu ne peux pas avoir deux convictions. Que l'avis ne lit pas le président. Il est revenu pour dire que l'avis lit le président. L'avis lit le président. C'est ça qui s'est passé. Écoutez, moi je pense que c'est des positions antagonistes. C'est pas ce qu'il a dit, hein? Non, il a non. C'est pas ce que vous avez dit. Non, le conseil. Mais je rappelle ce que Ismaël Madior a exactement dit. Ce qu'il a écrit dans son livre. Oui. Ce qu'il a écrit dans son livre, c'est que le Conseil constitutionnel, son avis n'est pas consultatif. Alors, ce débat-là est dépassé. Au-delà de ça, je voudrais terminer par rapidement, parce que pour vous dire que, en fait, moi je pense qu'il faut comprendre que il y a des questions essentielles sur lesquelles les Sénégalais doivent ouvrir les ressources naturelles du Sénégal. Ça doit intéresser tout le monde. Ça doit intéresser tout le monde. Ces ressources naturelles-là doivent intéresser tout le monde. On a vu les interpellations du Premier ministre Abdoul Mbaye. On pensait que ça allait entraîner des réponses claires qui pourraient permettre aux Sénégalais de se faire une religion sur tout cela une bonne fois pour toutes. Mais ce qui dérange beaucoup, c'est que finalement les réponses, c'est des attaques contre la personne même d'Abdoul Mbaye. Est-ce que le débat devait être placé à ce niveau-là, Alioune Fall? Non, moi je pense que c'est Abdoul Mbaye lui-même qui a déplacé le débat. Parce qu'aujourd'hui, et je voudrais revenir sur ce que mon ami a dit tout à l'heure par rapport aux contrats. Les contrats dont il s'agit, c'est des contrats de prospection. Ça a débuté bien avant l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Donc, en réalité, on connaissait les zones où il y a du pétrole. Il faut le dire. En principe, donc, c'était sous le règne de Wade. Donc, Macky Sall connaissait toutes les questions qu'on pose devraient être posées à Wade ou à son équipe. L'autre aspect, c'est que, vous savez, M. Abdoul Mbaye, je crois que lui, c'est à lui de dire aux Sénégalais ce qu'il sait. Il a été Premier ministre du Sénégal, donc on présume qu'il a eu accès à tous ces dossiers-là. C'est à lui de prendre son courage à deux mains et d'édifier les Sénégalais par rapport à... Il n'a pas besoin de questionner le Premier ministre. Il a les informations, il n'a qu'à les donner. Je crois que c'est aussi simple que ça. Maintenant, cela dénote tout simplement du manque de courage et de lucidité de ces gens-là. C'est eux-mêmes qui créent des situations de bruit dans lesquelles ils veulent se victimiser pour peut-être se faire une popularité. Et le Sénégal ne fonctionne pas comme ça. Moi, je crois que le terrain sur lequel on attend ces gens qui se disent leaders politiques, c'est sur le terrain des propositions pertinentes en termes économiques, en termes industriels, sociaux, etc., sur comment gouverner ce Sénégal-là, comment mener le Sénégal vers l'émergence, comme le président Macky Sall a eu à le faire de façon très claire à travers le plan Sénégal émergent. Ce débat-là intéresse tout le monde, El Hadji Malick Gueye, simplement parce que le pétrole a quand même été une malédiction pour beaucoup de pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce pétrole-là soit exploité au Sénégal, qu'il soit bénéfique aux Sénégalais et qu'il ne soit pas une malédiction? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai aimé la réponse du président de la République, un peu, une partie, Baba Diaw, ce matin, une partie de sa réponse. Bon, l'autre partie, c'est Abdoul Mbaye, c'est mon petit frère, donc il devait venir me voir. Ça, c'est une réponse sentimentale. Ce n'est pas une réponse d'État. Bon, deuxièmement, s'il est intéressé par la direction de Petrosen, je suis prêt à influencer le président pour qu'on le nomme directeur général de Petrosen, comme les questions pétrolières l'intéressent. Ça, c'est des réponses, en fait, qui n'intéressent pas les Sénégalais. Mais à la fin, le patriotisme économique. C'est-à-dire que quand il a engagé, quand il a dit que moi, ITOC, c'est-à-dire que par rapport à mon cursus, si on pouvait rassembler les Sénégalais, les entreprises sénégalaises, patriotes, pour gérer ensemble les ressources naturelles du Sénégal, là je dis OK.
Là, ça intègre notre programme fondamental au niveau du grand parti. Et là, M. Fall qui disait que, en fait, sur le PSE, on va y venir. Parce que aujourd'hui, il faut comprendre que ces ressources naturelles dont on parle, les pays qui ont eu des crises politiques, mais le Congo est là. C'est des pays qui, à un moment donné, n'ont pas trouvé de consensus fort pour comment gérer ces ressources naturelles. Et puis, aujourd'hui, moi je pense que, en fait, bon, si on devait faire un dialogue sectoriel, un dialogue national, mais cette question méritait quand même que les gens en discutent, en parlent. Pas un dialogue comme ce qui se passe au ministère de l'Intérieur, où nous, on l'avait dit depuis longtemps. Il ne faut pas y aller. Les gens sont partis là-bas pendant un mois. Et là, le ministre de l'Intérieur, mais écoutez, les impose une révision partielle du fichier électoral, alors que les gens n'étaient pas d'accord. Demain, les gens vont s'asseoir sur une base pas du tout claire. Vous pensez qu'il faut un dialogue national autour de ces ressources naturelles? Non, moi je pense qu'il faut, en tout cas nous, au grand parti, le président Gakou, et je pense que tout le monde sait que, d'ailleurs, cette question le met à l'aise, parce que lorsqu'il démissionnait du gouvernement, Abdoul Mbaye était Premier ministre. Donc nous, on est bien placés pour parler de la question. Là, on n'est pas là pour faire la plaidoirie d'Abdoul Mbaye, ni la plaidoirie d'Ousmane Sonko. Il paraît qu'il n'était pas d'accord avec Abdoul Mbaye, c'est pourquoi il avait démissionné. Je vous dis, il avait compris déjà avant Abdoul Mbaye. Je veux être clair. Il avait déjà compris avant Abdoul Mbaye que la voie que le président Macky Sall est en train de prendre n'était pas une bonne voie. Il a démissionné du gouvernement. Abdoul Mbaye a compris aujourd'hui, tant mieux pour le Sénégal, tant mieux pour nous tous. Maintenant, le problème de fond. Du point de vue il n'a pas démissionné, mais il a compris. Je vous dis, par rapport à la primaire. Du point de vue économique, quelle est cette voie sur laquelle Macky Sall veut mener le Sénégal et que vous jugez, disons, mauvaise? Déjà, on nous parle de Sénégal émergent. Je voudrais dire à M. Fall d'aller voir les pays qui sont émergents et d'évaluer leur indice de développement humain. De voir nous sommes à combien. L'épargne intérieure qui doit financer les investissements de ces États-là. Allez en Éthiopie, Rwanda, vous regardez l'épargne intérieure du pays. Ils sont à 22%, 23%. Nous sommes à un peu moins de 10%. Et puis on nous parle d'un endettement excessif. Mais le président même a reconnu, a accepté que, écoutez, il faut d'abord trouver d'autres moyens parce qu'on ne peut pas continuer à s'endetter. Comme ça, on s'endette pour faire de l'investissement. On est à 600 milliards. Le poste le plus élevé dans le budget du Sénégal, c'est le remboursement de la dette, qui est à 600 milliards. Il y a 550 milliards qui vient au niveau du paiement des salaires. Mais le poste le plus élevé, c'est le remboursement de la dette. Et puis on nous dit, écoutez, au niveau de la sous-région, c'est normal, au niveau de la CEDEAO, on n'a pas encore atteint 70%. On n'a pas atteint 70%, ok. Mais quand même, il faut voir, en fait, les bases, même économiques de ces pays-là, qui sont à 65%, 60%. Nous, est-ce que nous, on est un peu, par rapport aux ressources, je veux dire, primitifs de l'État, les ressources réelles, engager des endettements à hauteur de paiement de 1000 milliards par rapport à notre budget. Nous savons que nous mobilisons entre 1000 et 1500 milliards entre la douane, le trésor, les ressources réelles. Et là, je voudrais vous dire, M. Fall, le débat économique que vous engagez sur le PSE, vous nous dites que, en fait, vous êtes à 6,5% l'année passée. Parce que vous avez fait 22% au niveau du secteur agricole. Mais écoutez, le président de l'association des riz a déclaré hier que l'État n'a pas fait plus de 500 000 tonnes. Et puis, vous avez dit que vous avez fait 1 600 000 tonnes de paddy. Si vous faites 1 600 000 tonnes de paddy, qui est à 1 million de tonnes, normalement, les importations devaient diminuer. Notre balance commerciale, regardez, est-ce que c'est une évolution? Notre balance commerciale n'a pas diminué. Je veux dire, même le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire est à 4%. Là où le déficit réel est à 10%. Il y a un écart. En économie, c'est ce qu'on appelle, en fait, les déficits jumeaux. C'est-à-dire que quand il y a un écart entre le déficit réel et le déficit des paiements, ça veut dire qu'il y a des dettes qui ne figurent pas dans le budget. Que l'État devra payer à des gens qui ne figurent pas dans le budget. Alors, est-ce que... Écoutez, il faut comprendre que ça... Et puis là, que le PSE n'est pas aussi qu'on veut nous faire croire. Vous savez, je veux toujours terminer sur une chose. La présidente brésilienne est en train d'être auditionnée par le Sénat pour avoir manipulé des chiffres de l'État. Tout à fait. Et moi, je pense qu'il faut engager... dans la manipulation des chiffres il faut engager un débat national autour de ces chiffres-là.
Il faut arrêter parce que moi je pense que... Et puis, le taux de croissance qu'ils veulent nous montrer pour nous dire que si on va à 5-7%, on va émerger. Mais en 2003, on était à 6,3%. Oui, avec Idriss Seck. Avec Idriss Seck. Mais écoutez, est-ce que ça nous a mené où? Moi, je pense qu'il faut manipuler les chiffres. Et puis le PSE n'intègre pas avec prudence. Je crois qu'il faut manipuler les chiffres avec prudence. Et permettez-moi de m'interroger par rapport aux chiffres que mon cher ami vient de donner. Ce qui est constant, je crois qu'aujourd'hui, le niveau d'endettement est important. Mais ce qui est important, c'est l'utilisation de cette dette-là. C'est-à-dire que si la dette est utilisée dans un secteur productif, si cette dette-là permet de tirer l'économie du Sénégal, je crois que cet endettement-là... Un endettement positif, quoi. Positif. C'est ce qu'on aurait pu reprocher à l'État, c'est de s'endetter et que cela ne se répercute pas sur la gestion du pays. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, je voudrais revenir sur le pétrole. Je crois qu'aujourd'hui, le pétrole, en rapport avec toute l'expérience que nous avons vécue à travers l'Afrique et dans les pays pétroliers, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, le pétrole ne pas de division. C'est pourquoi je pense qu'il est irresponsable pour des personnalités de la trempe de Abdoul Mbaye de vouloir faire de l'agitation politique sur ces questions-là, tout en sachant qu'on ne fait que de la politique politicienne. Aujourd'hui, aller aux États-Unis, aller en France, aller dans les grandes démocraties, il y a des questions sensibles sur lesquelles les gens ne traitent jamais sur la place publique. Abdoul Mbaye, en tant qu'ancien Premier ministre, en tant que citoyen responsable, doit pouvoir interroger le Premier ministre par des canaux discrets et avoir les informations dont il a besoin. Alors, Malick Gueye a tenté de nous démontrer tout à l'heure pourquoi il dit que Macky Sall est en train de mener le Sénégal sur une voie qui n'est pas la bonne. Dites-nous, vous, pourquoi pensez-vous que la voie qu'on est en train d'emprunter avec le pouvoir de Macky Sall est la bonne? Pourquoi nous pensons que Macky Sall a pris la bonne direction? C'est qu'aujourd'hui, si nous nous fondons sur les agrégats économiques, d'abord, pour le vécu quotidien des populations, aujourd'hui, le prix du riz a diminué. Je crois que si on parle du panier de la ménagère, c'est en rapport avec les denrées de première nécessité. Le prix du lait, le prix de l'huile, etc. Il fut un moment, les prix grimpaient comme ce n'est pas possible à une vitesse exponentielle. Aujourd'hui, le président Macky Sall a stabilisé tous ces prix-là dans un niveau acceptable par rapport aux revenus des populations les plus démunies. Ça, c'est un aspect. Le baril du pétrole est à 30 $. L'autre aspect, non, ça, c'est des... Non, il faut l'intégrer. Non, même si le baril est à 30 $. Le contexte est favorable. J'ai dit que même si le contexte est favorable, donc lui, au moins, il a eu à prendre des mesures justes qui permettent d'alléger la souffrance des Sénégalais. Donc, les Sénégalais ont profité de cette baisse du prix du pétrole. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une croissance de 6,5%. Alors qu'en 2000, on était à une croissance de 1 point quelque chose. Donc, ça veut dire que pendant ces 2-3 années, on a fait faire un bond au taux de croissance de 3 à 4 points. C'est important. Et ça, ce n'est pas des chiffres qui ont été fabriqués. Aujourd'hui, regardez, en tout cas, sur le champ social, il y a les bourses familiales qu'on donne. Moi, je suis enseignant de formation, je suis professeur d'histoire et de géographie. J'ai eu à plusieurs reprises à payer des inscriptions pour des élèves qu'on allait renvoyer parce que leurs parents n'avaient pas de quoi les inscrire. 10 000 francs pour assurer leur inscription pour toute l'année scolaire. Aujourd'hui, à ce parent d'élève-là, si vous lui donnez 100 000 francs par année, mais le paysan qui n'a pas 50 000 francs au bout de sa récolte de 3 mois de saison des pluies, vous lui donnez 100 000 francs, mais c'est que vous lui permettez de souffler de façon considérable. C'est-à-dire que nous qui sommes ici, on donne 100 000 francs à mon ami. Est-ce que ce n'est pas une manière de... Non, ce n'est pas une manière, parce que l'objectif justement, l'objectif de ces bourses-là, c'est de permettre aux parents d'élèves de créer une micro-activité qui lui permettra de se prendre en charge. Oui. Alors, le ministre de l'élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, a déclaré hier que, en fait, il fallait peut-être corriger ces bourses familiales-là. Non, mais rien n'est parfait. Non, attends, rien n'est parfait. Je vous explique. On est dans l'économie. On reste du point de vue des principes. Je vous explique. Là où ces bourses-là posent problème. Parce qu'il ne faut pas, comme l'a dit Moustapha, aider les gens à rester dans la pauvreté. Il faut des actifs. Madame, il faut les aider à avoir des choses qui produisent. Le ministre a proposé, pourquoi ne pas acheter peut-être des bœufs, les donner ça, il y a du lait, il y a une production. Parce qu'il y a 2 éléments fondamentaux pour faire de l'économie. Je vous dis, le développement
économique, c'est le travail et la production. On ne peut pas être un pays de commerçants. Tout le monde est commerçant au Sénégal et qu'on ne produit pas. C'est-à-dire qu'on commercialise des produits importés. C'est ça qui pose la balance commerciale. Et là, quand vous dites que notre taux de croissance, mais je vous assure que faites une étude pour sortir, c'est 6,5%. Si vous faites ce que ce que Orange a dans cette croissance, vous sortez Bolloré, vous sortez Ciment du Sahel, vous sortez Socosim, vous sortez Tigo, vous sortez toutes ces entreprises étrangères-là, vous les sortez. Ce qui veut dire que cette croissance-là profite aux étrangers. Non, cette croissance ne profite pas aux étrangers. Parce qu'il n'y a pas de production. Non, moi je pense, je ne suis pas d'accord. Et puis non, je vais vous dire. Je pense que lui-même il a dit tout à l'heure que que la croissance au Sénégal était portée par le secteur de l'agriculture. Non. Et aujourd'hui. Non, Attendez, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Ensuite, on passe à autre chose. Voilà, il ne faut pas qu'on mélange les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux de croissance au Sénégal est porté essentiellement ou bien dans une très grande mesure par l'agriculture. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on a eu une bonne récolte l'année passée. Vous allez répondre. On a eu une bonne récolte l'année passée et cela a influé sur le taux de croissance. Et aujourd'hui, si le taux de croissance au Sénégal est porté par l'activité qui, en tout cas, mobilise la plus grande partie de la population, je crois que c'est une bonne chose. Malik, je vais vous dire, nous on a le programme Sukhali Sénégal, un document de 200 pages. D'ailleurs, j'étais en train d'expliquer là où le PSE pose problème. Parce qu'à long terme... Les chiffres que vous sortez, ce sont vos chiffres à vous dans votre programme. Non, je vais vous dire, M. Fall, c'est-à-dire à moyen terme, à moyen terme, en fait, en réalité, si le PS est exécuté en 2035, dans cette dynamique d'internationalisation, où c'est des partenaires étrangers qui viennent investir, c'est-à-dire que, par exemple, c'est des investisseurs étrangers qui ont leur banque, qui nous prêtent et qui exécutent le marché. En 2035, il n'y aura plus d'industriels sénégalais. Il n'y aura plus de... Non, je vais vous dire, il n'y aura plus de... Mais les entreprises sénégalaises sont en train de travailler. Il n'y aura plus d'entrepreneurs sénégalais. Tout à l'heure, vous avez dit et puis, s'il n'y a pas d'entrepreneurs sénégalais, s'il n'y a pas d'industriels sénégalais, en fait, il n'y aura pas de production. Ça, le taux de croissance qu'on va dire, ce sera un taux de croissance exporté. C'est-à-dire que c'est un taux de croissance qui va bénéficier... C'est une appréciation politicienne que vous faites. Non, c'est pas politicien. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'aller dans la rue, les marchés sont exécutés par des Sénégalais. Alors, même si les banques étrangères amènent les fonds, ce sont les Sénégalais. Je rappelle que dans ce numéro de votre émission Duel, nous recevons Malick Gueye du Grand Parti et Alioune Fall de l'Alliance pour la République. Nous allons parler d'une autre actualité qui a été abordée dans la presse aujourd'hui. C'est cette sortie du chef de l'État, le président Macky Sall, sur le débat autour de la double nationalité. Il déclare lui-même que ce débat n'en était pas un. Alors, est-ce que c'est une manière, Alioune Fall, de clore le débat une fois pour toutes, qu'on ne parle plus de double nationalité? Mais je crois que c'est tout simplement un rappel, parce que parfois on a l'impression que les hommes politiques de notre pays sont amnésiques. Mais l'histoire, la clause sur la double nationalité, elle est dans la Constitution. Donc elle est déjà là. Elle date de 92. Elle est déjà là et elle date de 1992. Alors pourquoi les gens veulent s'offusquer que quelqu'un se prononce sur cette double nationalité? Et il n'y a qu'une ou deux personnes qui s'agitent. Par rapport à tous les Sénégalais qui ont une double nationalité, il n'y a que les gens de Abdoulaye et de Karim qui s'agitent. Alors pourquoi il n'y a que ces deux-là qui s'agitent alors qu'il y a N Sénégalais qui ont une double nationalité? Mais pourquoi poser ce débat en ce moment précis? Ce débat, on ne l'a pas posé avant. Pourquoi avoir choisi ce moment précis pour qu'un Benoît Sambou, par exemple, sorte de sa boîte pour nous dire qu'il faut que les gens qui prétendent diriger le Sénégal puissent renoncer à leur double nationalité, à leur deuxième nationalité, au moins 5 ans avant l'élection? Pourquoi poser un tel débat en ce moment précis? Moi, je pense que le débat sur la double nationalité ne date pas d'aujourd'hui. Ce débat ne date pas, je me rappelle déjà avant 2012, les gens avaient, en tout cas, agité cette histoire de double nationalité par rapport à Karim Wade. Donc je crois que c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, il faut que les gens... Vous la trouvez pertinente, la proposition de Benoît Sambou? Je trouve que c'est une proposition qui est pertinente, du point de vue du principe. Parce que lorsque quelqu'un, vraiment, quand même, en tout cas, a l'ambition de diriger ce pays-là, lorsque quelqu'un veut que les Sénégalaises et les Sénégalais lui confient leur destin, ce quelqu'un-là doit être assez patriote, doit montrer des preuves de patriotisme, en tout cas, lui confier leur destin. Maintenant, l'autre aspect, c'est que je crois que c'est même dangereux
que de prendre cette chose-là à la légère. Sinon, quelqu'un peut venir, surtout que nous sommes maintenant un pays producteur de pétrole, un Sénégalais de l'étranger, non, on va devenir producteur, Inch'Allah, en 2019. On va devenir, il faut un Sénégalais de l'extérieur, ou bien un Français qui s'est sénégalisé, peut en tout cas mobiliser des fonds à l'extérieur, venir prendre la présidence de notre pays, brader nos biens, et après il retourne, on ne pourra rien contre lui. Rappelez-vous du cas de Karim Wade, lorsque la justice sénégalaise l'a condamné à tous les niveaux, à un moment on a dit qu'il allait renier sa nationalité sénégalaise pour adopter sa nationalité française pour pouvoir échapper. Donc il faut... Il n'est pas malheureusement là pour répondre. Alors, quand Macky Sall déclare dans la presse aujourd'hui à propos de la double nationalité que c'est un faux débat, Malick, vous dites quoi? Qu'il a fait exactement ce qu'on attendait de lui, le chef de l'État? Pour écouter clignoter à gauche, droiter à droite, vous savez, moi je pense que moi je suis très prudent avec les positions du président Macky Sall, parce que quand même, bon, un président qui a déclaré partout dans tous les salons d'Européens, aux États-Unis, en France, en Chine, au Japon, que je vais réduire mon mandat à 5 ans, et qui se lève un bon jour, qui s'adresse à son peuple pour dire que bon, j'avais décidé de réduire mon mandat, c'est ma volonté, mais le Conseil constitutionnel me bloque. Bon, s'il y a une institution qui a une légitimité supérieure au président de la République pour bloquer sa volonté, vous savez, je veux dire, sa communication, au-delà de ça, cette question-là, ce débat sur la double nationalité, bon, ce débat est important, il n'est pas important aussi, hein, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, est-ce que les Français, les Américains, les pays étrangers, en fait, je veux dire, ont besoin de quelqu'un qui a une double nationalité pour se faire représenter ici? Bon, je ne pense pas. Je veux dire, quand on voit l'Afrique... On peut être exclusivement sénégalaise et travailler pour d'autres. Non, il y a des gens qui sont des Africains, des présidents africains, qui sont là, et puis qui ont une seule nationalité, et qui n'ont jamais fait leurs études en Europe, et puis qui défendent bien les intérêts de ces pays-là. Donc, les gens n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui est leur fils pour je veux dire, pour que les intérêts soient défendus. Et moi, je pense que ce débat, quand même, il faut faire très attention sur ce débat, parce que c'est un débat comme il y a des jurisprudences en Afrique. Il y a des jurisprudences, les gens se l'évoquent, parce que c'est des débats dangereux. Et je pense que le président de la République, par sa position je veux dire, représente tous les Sénégalais. Il y a même certaines personnes qui doivent arrêter. Quand quelqu'un se déclare, je veux dire, quelque part, dans une réunion publique, pour dire que nous, les telles sectes, on veut qu'on se mobilise pour la réélection de Macky Sall, mais j'ai dit non, il faut arrêter. Nous, les serreurs, ni les trucs, il faut... C'est sans déclaration, un député qui déclare à l'Assemblée nationale que le président Macky Sall doit arrêter tout ça et puis conduire le pays sur sa volonté, il doit écouter personne sur le fichier. Bon, il n'y a pas de cette opposition-là. Je veux dire, ces discours-là, ce n'est pas des discours modernes. Ce n'est pas un contexte. Moi, je me rappelle... C'est des discours d'hommes politiques dépassés. Non, c'est dépassé. Non, je suis désolé. Hein, pour notre génération. Je pense qu'il faut accepter que les gens aient des opinions différentes. Non, ce n'est pas une des question. vôtres. Oui, mais quand c'est Nous sommes dans un menace pays... également. Non, il n'y a aucune menace. Il y a aucune menace. Je crois qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont assez matures. Quand un député dit si j'étais le chef de l'État, je mets ces gens-là en prison. Ça n'engage que lui. Non, ça n'engage que lui. Tout à l'heure, vous avez dit... Le président Macky Sall ne peut pas avoir cette posture-là. Aujourd'hui, je dis bon, vous ne voulez pas écouter, bon, excusez-moi. Moi, je pense que la meilleure manière de ne pas débattre également, c'est... Il faut également... Voilà, je voudrais terminer sur le fait qu'il a reconnu que Benoît Sambou avait raison de dire que sur la binationalité. Moi, j'attendais une réponse. Moi, je ne suis pas sûr qu'en termes de conviction, je veux dire, sur le débat qu'il a posé, mais je pense qu'il faut quand même... Cette question est réglée. On parle du candidat à l'élection présidentielle. Là où je suis d'accord. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement sénégalais. Je suis d'accord sur ça. Il faut être exclusivement sénégalais. Et cette déclaration sur l'honneur qu'on fait au Conseil constitutionnel, ça n'a pas de sens. Cette déclaration d'honneur. Qu'est-ce que l'honneur aujourd'hui dans un contexte de wahwahet? Qu'est-ce que l'honneur signifie? Non, je veux que les gens vérifient. Alioune Fall, ce qu'on aura remarqué également dans ce débat, comme dans d'autres, c'est que le chef de l'État, le président Macky Sall, lui-même,
il a tendance à laisser pourrir le débat. On parle pendant plusieurs semaines et finalement il dit non, ce n'est pas la peine. Il l'a fait avec le protocole de Rebeuss, mais supposé protocole de Rebeuss, maintenant le débat sur la double nationalité. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'appeler Benoît Sambou depuis très longtemps pour lui dire monsieur arrêtez et on passe à autre chose? Non, mais le président de la République ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque un Sénégalais a une opinion sur une question bien déterminée et qu'il l'expose, il faut que le président au moins prenne le temps d'écouter la réaction des uns et des autres pour savoir est-ce que les Sénégalais, c'est-à-dire est-ce que les Sénégalais sont assez matures pour pouvoir aborder cette question-là de façon responsable et la régler une bonne fois pour toutes, ou bien s'il y a des risques et agir en connaissance de cause. À mon cher ami que M. Gakou a été ministre du président Macky Sall. Et je me rappelle encore de ses déclarations faisant l'éloge du Yoonu Yokkute, faisant l'éloge de la gestion du président Macky Sall. Alors aujourd'hui, s'il dit que le président Macky Sall, s'il dit le contraire, je crois que celui qui fait du wax-waxet, c'est lui. Je me rappelle encore des déclarations de Gakou faisant l'éloge de Wade avec Moustapha Niasse. Et je me rappelle encore de ses déclarations après avoir quitté Wade, de ses déclations incendiaires contre Wade. Donc, celui qui n'est pas constant, je crois que c'est lui. Je voudrais aussi, en tout cas, revenir sur cette histoire de nationalité. Aujourd'hui, regardons ce qui se passe au Gabon. Quelqu'un qui a été président de la République pendant un mandat, et aujourd'hui, les gens se disent qu'il n'est pas gabonais. Mais là, c'est plus grave. On dit même qu'il n'est pas le fils de Bongo. Donc, je crois que c'est une raison pour que l'on verrouille à ce niveau-là. C'est une raison pour que l'on soit, en tout cas, exceptionnellement prudent par rapport à cette question de nationalité. Aujourd'hui, au Gabon, les gens disent que le gars est biafrais, qu'il est, je crois, du Nigeria, qu'il n'est même pas le fils de Bongo. Alors, mais pour ne pas en arriver à cette situation-là, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on aborde cette histoire de nationalité-là, qu'on la règle de façon définitive, mais d'un point de vue objectif et serein. Alors, on va terminer ce débat parce qu'il nous reste quelques petites minutes. En parlant du Haut Conseil des collectivités territoriales, il y a, Alioune Fall, avant de donner la parole à Malick, quand même de l'agitation. Et cette agitation-là vient généralement des états-majors politiques. Parce que vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs, avant qu'on commence cette émission-là, qu'on a l'impression que ça n'intéresse pas trop les Sénégalais. Comment expliquer cette agitation-là des politiques? Parce qu'il y a quelques gâteaux à se partager là-bas. Non, pas forcément parce qu'il y a des gâteaux à partager, mais parce qu'il y a des hommes politiques convaincus qui veulent se mettre au service de leur pays et qui ont jugé... Ils se bagarrent parce qu'ils veulent se mettre... Non, ce n'est pas une question de se bagarrer. Ce n'est pas une question de bagarre. Il y a des postes qui sont là. On doit choisir des hauts conseillers, des collectivités territoriales. Toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui, en tout cas, se sentent à mesure de pouvoir aider leur pays dans ce cadre-là, peuvent postuler à ça. C'est pourquoi le choix est difficile. Malick, vous avez boycotté d'ailleurs votre parti cette élection-là. Pourquoi? Nous, on a boycotté parce que le Haut Conseil des terroirs n'a pas de sens. N'a pas de sens à notre niveau parce que je pense qu'il faut une commission nationale des terroirs dirigée par Djibo Leïdiga, un conseil des terroirs dirigé par Ousmane Tanor Dieng, éventuellement. L'impression que tout cela, c'est que finalement Macky Sall, il sert assez bien les enfants. Non, c'est des sucettes. C'est des bonbons. Non, il faut le dire. Non, c'est des sucettes. C'est des bonbons qu'il distribue. Non, attends, je vais vous dire. Je vais vous dire. Et puis, les mots que je dis. En tout cas, il traite bien les enfants de Senghor. Djiboka, Khalif, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse. La stratégie de la réélection. Si vous permettez, moi, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure. Allez-y, on va terminer. Je vous ai coupé une fois, mais je suis revenu à... Je veux dire que, en fait, par rapport au Conseil, il faut comprendre que qu'est-ce que Macky Sall cherche dans cette coalition électorale qui doit tendre vers une coalition politique et pour revenir vers le parti unique. Il a divisé les partis. On n'en parle plus de l'AFP, on ne parle plus du Parti socialiste. Il a su, je veux dire, se constituer en fait une coalition, malheureusement de leaders. Ce n'est pas une coalition qui coalition nationale. Quand vous allez à la base, ce n'est pas tout à fait sûr que les responsables, les leaders qui s'assiedent chaque semaine avec lui, mais maîtrisent la base. Et puis l'exemple le plus visible, c'est notre crise à l'AFP.
où nous on est parti avec plus de 80% de l'AFP. Est-ce que les personnes avec qui il parle maîtrisent le parti? Et au-delà de ça, je voudrais dire par rapport au Conseil des terroirs, c'est un cabinet de consultation qui donne un rapport annuel au président de la République. Moi, je voudrais... Même le Sénat était une chambre parlementaire qui devait légiférer sur des décisions. Et on nous dit aujourd'hui que, écoutez, c'est la deuxième institution qui doit venir après l'Assemblée nationale. En termes de budget, ça veut dire que l'Assemblée nationale est à 12 milliards. Donc, normalement, c'est une institution qui doit être à 10 milliards, parce que le Conseil économique et social est à 9 milliards. Donc ça, non, le Conseil économique ne peut pas avoir un budget supérieur au Conseil. Ça, c'est une démarche scientifique. Le Conseil économique et social, qui est la troisième institution, ne peut pas avoir un budget supérieur au budget du Haut Conseil des terroirs. Ça n'a pas de sens. On est dans l'État. Qui vient avant, dans le protocole. Dans le protocole de l'État. Ça, vous conviendrez que c'est une démarche scientifique. Que je ne suis pas dans les chiffres. Mais aujourd'hui, c'est 10 milliards. C'est 10 milliards. Ça permet de régler le problème de l'emploi des jeunes, le secteur informel. Nous, dans notre programme fondamental qu'on va proposer... complètement épuisé. Non, je vais vous dire que dans le programme Suqali Sénégal, nous avons proposé de mobiliser une banque nationale pour le secteur informel. Parce que, en fait, la main-d'œuvre nationale, 80% de la main-d'œuvre, ça vient du secteur informel. Là, vous vous trompez, vous pensez que l'agriculture, par le PRODAC et les projets là, mais c'est le secteur informel qu'il faut s'attaquer. Alioune Fall, très rapidement, quelle est l'utilité de cette institution-là qui va coûter quelques 8 milliards? Malheureusement, mon ami, une appréciation politicienne de la question, mais je crois qu'aujourd'hui, le Haut Conseil, sous le rapport de la nouvelle Constitution, sous le rapport de l'acte 3 de la décentralisation, trouve toute sa pertinence. Comment? Dans le schéma institutionnel du Sénégal. Aujourd'hui, le rôle du Haut Conseil, c'est en tout cas de trouver une cohérence entre les problèmes que les collectivités locales vivent et qui ne sont pas représentés au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ça, le maire ne peut pas avoir ces problèmes-là. Je parle d'un point de vue global. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une appréciation sectaire ou politicienne des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités locales, dans leur fonctionnement de tous les jours, sont confrontées à un certain nombre de problèmes. Mais on distribue les 10 milliards qui ne sont... Oh, c'est trop simple. Mon cher ami, faut pas avoir une appréciation simple des choses. Aujourd'hui, il s'agit d'apporter des solutions structurelles à des problèmes structurels. Alioune Fall, ne peuvent pas consister à une division de... Alioune Fall, merci. Je rappelle que vous êtes de l'Alliance pour la République et que vous étiez avec Malick Gueye du Grand Parti, les invités de ce numéro de duel qui est à présent terminé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous et bien à vous. Mon très cher ami.